allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Alors, je m'appelle Immacula Hélène Cyprien et ici, je vous présente de la littérature afro et caribéenne et surtout de la littérature haïtienne. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter donc mon bilan de lecture du mois de janvier. Le mois de janvier a été un mois entre les deux pour moi, mais je suis contente d'avoir beaucoup lu. En tout cas, bien plus que ce que j'espérais, et puis les formats d'ouvrages que j'ai choisis m'ont aidé également. Sans plus tarder, je vais commencer avec les ouvrages que j'ai pu lire, plus ou moins dans l'ordre, ou pas, on verra. Premier ouvrage dont j'aimerais vous parler, que j'ai terminé très tôt dans l'année parce que je l'avais commencé en décembre. Cet ouvrage est donc Dans un royaume lointain d'Amina Richard. Je vous mettrai une couverture ici parce que c'est un ouvrage que j'ai emprunté à la médiathèque. Si vous ne le savez pas, au mois de janvier, février et probablement mars, j'essaie d'acheter moins d'ouvrages ou pas du tout. Donc, j'en prête beaucoup plus à la médiathèque. Donc voilà, ou bien je pioche dans mes propres piles à lire parce que j'en ai quand même pas mal et il faut vraiment, je pense que je lise davantage et que j'achète un petit peu moins, sauf quand évidemment c'est pour des raisons professionnelles. Alors, Dans un royaume lointain est un ouvrage qui a été publié, je crois que pour la rentrée littéraire dernière, la rentrée de août-septembre, aux éditions Stock. Alors, c'est un ouvrage, c'est un premier roman déjà, et un ouvrage que je voulais lire. Si vous n'avez pas vu donc la vidéo sur les ouvrages que j'aimerais lire pour la rentrée littéraire, je vous mettrai éventuellement cette vidéo ici ou en barre d'infos. Alors ici, on part avec une jeune fille qui s'appelle Diolé, il me semble, si je ne me trompe pas, qui est une jeune fille qui a grandi dans les années, je crois, 60 ou 70 en France, avec une mère française qui vit dans une petite ville plutôt reculée. Donc sa mère est caucasienne blanche et son père est sénégalais. Son père va quitter sa mère parce qu'ils se sont rencontrés quand ils étaient étudiants, il me semble. Et puis finalement, ils ne vont pas continuer leur aventure. Et puis dans ces années, c'est très difficile d'être un couple mixte. Et elle grandit en fait avec sa mère, avec beaucoup de préjugés aussi qui viennent des autres, de l'extérieur, dans la société française. Sa mère aussi est très, comment dire, entre guillemets, seule à l'élever. Et puis cette jeune fille va grandir avec pas mal de publicité, où un monde vraiment très hostile à cause de sa couleur de peau, à cause de ses cheveux. Elle va connaître pas mal de moqueries, etc. Et en grandissant, elle va vouloir rencontrer son père. Donc il y aura plusieurs tentatives pour rencontrer son père et elle va finir par voyager, donc se rendre au Sénégal pour rencontrer ce monsieur. Elle va rencontrer bien évidemment un homme qui va pas forcément vouloir discuter avec elle. Il va une première fois, je crois, par une missive, donc par une lettre, dire que c'est pas son enfant, etc. Je vous passe les détails. Et finalement, ils vont se rencontrer. Elle va rencontrer un homme qui est plutôt très bien éduqué. Il a d'autres enfants. C'est plutôt des médecins, voilà. Et elle va se trouver entre cette famille qui vit en ville avec une situation sociale plutôt très importante. Il travaille aussi dans des institutions très importantes. Je crois que c'est une école. Et elle va partir là-bas en même temps pour aller voir son père, mais aussi pour des raisons professionnelles. C'est très difficile pour elle de nouer des liens avec sa famille paternelle. Et elle cherche en fait aussi à renouer avec une identité, renouer avec une identité qu'elle apprivoise depuis très jeune et depuis très longtemps. Elle va faire sa vie évidemment, elle aura des enfants, mais elle a besoin aussi de se connaître davantage pour pouvoir peut-être aussi mieux élever ses enfants. C'est un ouvrage que j'ai aimé parce qu'on fait le parallèle entre cette jeune femme quand elle est adulte et quand elle est aussi enfant. Donc j'aime bien ces récits d'enfance aussi, où on apprend à se connaître, où on grandit, où on est bercé aussi notamment par ses souvenirs d'enfance. Donc elle va parler beaucoup des ouvrages, de la littérature qu'il avait bercé quand elle était jeune.
j'ai beaucoup aimé cet aspect du livre. Ce qui m'a manqué malheureusement, j'aime beaucoup les éditions Stock, mais j'aurais aimé avoir un petit peu plus en fait sur le personnage, sur pas mal de petites choses. Je pense qu'il aurait peut-être donné davantage dans l'ouvrage parce que moi je m'attendais peut-être à plus également, mais je pense que c'est un ouvrage qui est très bien pour les personnes qui pensent que le racisme ordinaire, ce genre de petites piques, etc., ça ne fait rien et que ce n'est pas grave et que c'est maladroit. Mais c'est plus que ça parce que ça peut amener plein d'autres choses, notamment des traumas et pas mal de choses. Donc voilà, c'est un ouvrage que je recommande, que j'ai apprécié lire quand même si je m'attendais à plus. Voilà. Je n'irai pas plus loin juste pour ne pas vous en dire davantage et pour vous laisser aller découvrir cet ouvrage. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis nous, on continue avec le deuxième ouvrage. Deuxième ouvrage que j'ai eu la chance de lire, c'est Ajar Paris de Fantadramé. Et là, c'est aux éditions Plomb. Donc cet ouvrage, c'est un peu une autofiction aussi. C'est un premier roman que j'avais souhaité lire aussi lors de la rentrée littéraire et que j'ai fini par lire donc cette année. Alors ici on part avec une jeune fille qui se met en quelque sorte en scène ainsi que sa famille. Donc Fantadramé raconte l'histoire de son père qui est mauritanien. Son père a quitté la Mauritanie il y a fort longtemps dans des conditions un peu difficiles. Et elle finit par découvrir en fait l'histoire de son père en étant bien plus grande parce qu'elle n'avait aucune idée de tout ce que son père avait dû vivre pour leur donner cette famille. Alors c'est une histoire qui était très touchante dans le sens où je trouve que quelquefois nous, les générations, on va dire, d'après, d'aujourd'hui, on a du mal peut-être à connaître l'histoire de nos parents et il faut parfois crever un abcès en quelque sorte pour avoir davantage de notre histoire et de l'histoire des parents. Et c'est un moyen aussi de se construire. Donc elle raconte comment, je ne vais pas vous dire exactement tout, mais elle raconte comment elle vient apprendre l'histoire de son père, notamment à la mort de sa grand-mère qui lui était très chère. Donc elle va partir en Mauritanie, sa mère est sénégalaise il me semble et son père va lui raconter un petit peu son histoire, elle va apprendre pas mal de choses et puis elle a un prisme de plutôt jeune fille noire mais française que je comprends totalement, qui n'est pas mon prisme forcément. Mais je comprends totalement, et de jeunes femmes aussi qui fait sa vie aujourd'hui dans les temps, on va dire, modernes, dans notre société actuelle, on va dire, en tant que professeur de français ou de lettres, oui. En France, comment notamment son oncle est très fier d'elle et comment elle peut être, entre guillemets, exhibée en tant que fierté pour la famille, comme ses autres cousins ou autres. Hein. Et j'ai trouvé ça très intéressant de ce qu'on peut appeler le changement de classe. Certains parlent de transfus de classe, certains parlent d'autres choses. Mais j'ai trouvé ça très intéressant. Et puis comment son voyage a changé beaucoup de choses pour elle. Donc revenir à un point de départ, entre guillemets, pour certains de la famille. Je trouve ça intéressant. Également, j'ai appris pas mal de petites choses aussi un peu sur la Mauritanie. Un pays dont on entendait moins parler, je pense, quand on est en Europe, peut-être en Afrique, je pense que c'est différent aussi, mais c'est peut-être un pays qu'on connaît un petit peu moins. J'ai connu deux auteurs, donc elle, cette autrice, et quelqu'un d'autre qui vient de la Mauritanie. J'en ai pas lu beaucoup, mais ils ne parlent pas forcément de la Mauritanie. Donc voilà. Et puis les conditions dans lesquelles aussi son père a dû vivre en France pendant la période Mitterrand, je crois également. Les situations, qu'est-ce qu'être étranger sans papier ou étranger en situation régulière, qu'est-ce que devenir français, acquérir la nationalité française, pas mal d'autres choses. Et comment aussi le fait que fêter certaines fêtes comme Noël, qui n'est pas dans leur tradition, ni parce qu'ils sont de confession plutôt
musulmane, il me semble. Donc, pourquoi fêter ce genre de choses? Comment faire en sorte que nos enfants vivent dans une société dans laquelle ils s'identifient, mais nous, en tant que parents qui viennent de notre continent, de notre pays, on est là, mais est-ce qu'on fait ce genre de fête? Parce que d'habitude on ne le fait pas. Le passé aussi commun qu'il y avait entre les deux pays. Enfin, pas mal de choses. Voilà, j'ai apprécié quand même ma lecture. Et parce que j'ai appris pas mal de choses. Et puis pour savoir aussi comment, comme je disais, cette jeune femme s'identifie en tant que Française. Et comment elle vit dans la société française. Donc c'était intéressant pour moi et j'ai appris plein d'autres choses. J'aurai éventuellement l'occasion de vous en parler ailleurs dans d'autres circonstances. Deux autres ouvrages que j'ai terminés, dont vous avez déjà entendu parler parce que c'était pour terminer le cycle de Jacques-Stéphane Alexis, parce qu'avec mon book club, on lisait Jacques-Stéphane Alexis l'année dernière. Donc, j'ai eu la chance de lire Romancero aux étoiles de Jacques-Stéphane Alexis, qui se présente comme ceci chez Gallimard, l'imaginaire de Gallimard. Donc ici, on a un recueil de contes, nouvelles, entre guillemets. Et ici, on a pas mal de contes dont je vais vous parler avec une vidéo bien spécifique. Les vidéos ne sont pas encore sorties parce que je les prépare vraiment et pour d'autres raisons. Mais ça va arriver. Donc moi j'ai beaucoup aimé le premier conte qui parle de Bouki et Malice, Malice et Bouki, qui sont deux personnages très emblématiques dans les contes, les premiers contes voire haïtiens. Donc là c'était un peu ma Madeleine de Proust, même si c'était pas raconté comme ma mère a l'habitude de me le raconter. Et c'était le passage avec comment Bouki et Malice vont, entre guillemets, s'aider, se détester, finir par faire quelque chose d'horrible avec l'une des mamans. C'est tout ce que je peux vous dire. Ensuite, il y a aussi Didano Loncil que j'ai vraiment aimé, que je ne connaissais pas. Ensuite, il y a La chronique d'un faux amour que j'ai aimé lire, qui était un peu bizarre aussi, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a aussi La fable de Tatezo Flando. Ça aussi, ça m'a beaucoup fait rire, vraiment beaucoup. Il y a aussi une nouvelle sur Anna Kaona, donc dit de la fleur d'or, que j'ai vraiment beaucoup aimé parce que si vous ne savez pas, j'affectionne beaucoup Anna Kaona parce qu'elle fait partie de l'histoire de mon pays, de la ville d'où je viens, et elle est vraiment très importante. Et ensuite le sous-lieutenant enchaîné et je crois le roi des songes, et enfin la rouille des ans, je crois. Donc c'était vraiment intéressant. Et il y a un conte, une nouvelle où on parle d'une zombie, et ça j'ai vraiment apprécié aussi parce que le thème du zombie est vraiment très intéressant, notamment en Haïti, mais aussi un thème qui me fait vraiment très plaisir à lire également pour en apprendre davantage. J'ai également donc enchaîné avec L'étoile absinthe de Jacques-Stéphane Alexis, et ici donc c'est l'œuvre posthume qui a été publiée après la mort de l'auteur parce qu'il n'avait pas terminé sa tétralogie, il me semble. Donc cette édition a quand même été publiée. Ici on se retrouve avec l'Églantine qui était la Linea Estrellita dans l'espace de ciment, qui part en fait dans une autre ville et qui va devoir recommencer sa vie parce qu'elle veut être digne de son amour d'avant. Et comment on part avec donc l'étoile absinthe est censée être l'étoile dans l'Apocalypse qui va détruire le monde, et puis on va se retrouver sur un bateau avec une tempête, plusieurs personnages, une autre femme, pas mal d'autres choses, et ils vont voyager à travers Haïti pour aller chercher du sel et faire un commerce de sel. C'était vraiment très intéressant, inachevé malheureusement, mais c'était vraiment intéressant. Et il y a une petite nouvelle, si je peux dire ça, à la fin, qui est en fait le léopard, que j'ai apprécié aussi. L'étoile absinthe, j'ai trouvé ça très beau, vraiment très beau. J'ai aimé d'autres textes de Jacques-Stéphane Alexis. Celui-là, je l'ai trouvé vraiment
très beau et puis je suis encore intriguée. Justement, je vais aller lire l'Apocalypse dans la Bible pour pouvoir vous en dire plus. Et cette affaire aussi, je crois, des chevaliers de l'Apocalypse, quelque chose comme ça. Donc je reviendrai avec la vidéo pour vous en dire davantage. Ensuite, j'ai eu l'occasion de lire donc un documentaire plutôt, un documentaire jeunesse qui s'appelle Vaudou de Camille Tisserand. Et je crois que c'était aux éditions Le Père Feuillard. Je sais plus très bien, mais je vous mettrai la couverture évidemment. C'est un petit... Donc au mois de janvier, il y a un jour dédié au vaudou, notamment la fête du vaudou au Bénin. Mais on en profite pour fêter, entre guillemets, presque tous les vaudous. Et le vaudou est très présent en Haïti. Et moi, j'ai été lire du coup ce documentaire jeunesse pour voir comment la chose était abordée pour les enfants. Alors, c'est un ouvrage que j'ai trouvé intéressant parce que ça nous parle du vaudou un peu dans le monde, la Caraïbe, l'Afrique. Mais je pense que c'est une bonne introduction, mais je ne suis pas d'accord avec tout ce qui est dit dans l'ouvrage. On nous parle de... On dit souvent les vaudous, mais les vaudous, ça peut être plusieurs vaudous, mais pas les esprits, par exemple. Donc, ça nous explique un peu qu'il y a des esprits, des lois, notamment en Haïti, des divinités, comme on dit aussi. Comment ces divinités se manifestent, comment elles sont représentées et aussi comment elles sont associées à différents éléments, l'eau, etc. Et comment plusieurs divinités peuvent être représentées de façon différente dans plusieurs cultes vaudous. Que ce soit, par exemple, je vais vous donner un exemple avec Mami Ata, Maman de l'eau, la sirène, etc. Donc ce sont des divinités de l'eau en général qui sont des sirènes, mais qui vont s'appeler différemment dans différents pays, par exemple. Donc voilà. Et puis j'ai aimé aussi le fait qu'on associe des écrivains, notamment Dany Laferrière, avec quand il a entré à l'Académie française, son épée par exemple a un symbole, notamment un vévet du loi, l'un des plus grands lois, l'Egba il me semble, et qui serait aussi l'un des premiers lois à appeler. Voilà. Donc ça c'était intéressant par moment, mais je ne suis pas d'accord avec tout. Je pense que c'est une bonne introduction pour avoir une idée générale du vaudou. Et si vous avez peur d'aller dans de gros essais sur le vaudou, mais après je pense que parfois il faut passer par les essais ou par certaines personnes qui viennent d'un pays ou d'un vaudou différent, parce qu'ils ne sont pas tous pareils. Il y a les préjugés qui sont un peu mis à l'écart, par exemple tout ce qu'on appelle poupée vaudou et tout, ça n'existe pas. Ou les zombies d'Hollywood qui sont différents des vrais zombies entre guillemets en Haïti. Donc voilà, c'était quand même très intéressant. Je recommande pour se faire une idée, soit aller prendre ça en bibliothèque, médiathèque, vous faire une idée si vous souhaitez vraiment vous l'acheter. Voilà. J'ai lu ensuite pratiquement que des romans graphiques ou des BD parce que ça se trouvait là. Donc je vais commencer avec Les Danois, c'est le dernier que j'ai lu pour le mois. Les Danois de Clark, je crois que c'était chez le Lombard. Une maison d'édition plutôt belge, il me semble, si je ne me trompe pas. Alors, cet ouvrage, c'est ma soeur qui l'avait emprunté, elle l'a lu, elle n'avait pas trop aimé et moi je me suis dit, avant de le rendre, je vais quand même le lire parce qu'il était là. Les Danois nous racontent une histoire de virus. C'est le virus danois en quelque sorte où on a remarqué que les femmes faisaient des enfants blonds aux yeux bleus. Donc ça c'est le commencement. Mais ces femmes n'avaient aucun trait comme ceci, c'est-à-dire que l'enfant ressortait avec des traits totalement différents de ses parents. Donc ça a commencé à alerter donc les médecins et pas mal de personnes. Et dans la famille de ces jeunes femmes, il y avait un problème parce que évidemment, on pensait que ces femmes avaient trompé éventuellement leur mari. Mais pour certaines femmes, ce n'était pas possible parce que même en trompant leur mari, leur compagnon n'était pas forcément blond aux yeux bleus. Donc il n'y avait aucune raison pour que, en tout cas aucune raison scientifique, pour que leur enfant soit blond aux yeux bleus. À partir de là, l'épidémie, entre guillemets, s'est propagée dans le monde.
Donc on est entre la France, je crois la Belgique et le Danemark, entre guillemets l'Europe. Et on va suivre aussi un jeune homme qui travaille dans un laboratoire, qui est un peu dans son monde, qui vit une vie très, comment dire, borderline, si je peux me permettre. Il travaille juste pour travailler, voilà, il est un peu insouciant, voilà. Et puis lui, il remarque ça, donc il va prendre les données et commencer à faire des recherches sur cette épidémie. Et puis en même temps, les grands scientifiques, les laboratoires, les grands médias vont se mêler de la chose. Donc les laboratoires pour se faire de l'argent, donc inventer un vaccin qui pourrait éventuellement briser cette chaîne d'épidémie, ce qui serait faux, sans trop vous donner la fin. Et puis on va remarquer que dans d'autres pays, d'autres enfants vont naître avec d'autres traits qui ne suivent pas les traits de leurs parents. Donc on va remarquer en fait que ça va se produire un peu partout dans le monde. Et en fait, cet ouvrage se veut un ouvrage qui combat entre guillemets le racisme, qui se veut contre le racisme et pas mal d'autres choses, notamment les préjugés sur les couleurs de peau, les couleurs des yeux, pas mal de choses. Mais est-ce que scientifiquement c'est possible? C'était la question qu'on se posait avec ma sœur, elle qui est plus dans la biologie et pas mal d'autres choses, qui pensait que c'était pas possible scientifiquement, même si il y avait une explication scientifique dans l'ouvrage. Moi, j'ai trouvé ça sympa comme histoire. L'intrigue est bien plus complexe que ça. J'ai trouvé aussi le fait de mélanger plusieurs cultures, plusieurs pays, pas mal d'autres choses, des histoires d'amour évidemment. C'était intéressant. Ça pousse à réfléchir à si on devait avoir un enfant qui ne nous ressemble pas. Je pense qu'aujourd'hui, c'est totalement possible, mais c'est une question qui taraude. En tout cas, moi, elle me taraude aussi. Si j'avais un enfant qui ne me ressemble pas du tout, pourquoi aussi, en fait, hein, parce que génétiquement, l'enfant est censé avoir la moitié de mon patrimoine génétique, si vraiment c'est un enfant que j'ai conçu vraiment. Après, si c'est un enfant adopté, évidemment, c'est différent. Mais voilà, je me pose la question énormément également. Et vous, qu'en pensez-vous de cette question? C'est vraiment quelque chose à débattre, je pense, qui est vraiment très intéressant. À quel moment on est parent, à quel moment c'est vraiment notre enfant? Est-ce qu'on a besoin de partager un patrimoine génétique ou pas? Est-ce que l'enfant a besoin de nous ressembler ou pas? Est-ce que ça nous permet de vraiment vaincre un racisme ou des discriminations? Voilà. Donc voilà, c'était intéressant. Les questions derrière, ce texte et ces choses, ces illustrations étaient intéressantes en tout cas. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu. J'ai lu ensuite le tome 3 de Le Château des Animaux, qui s'appelle donc La Nuit des Justes. Donc c'était une série que j'avais commencé depuis très longtemps et j'avais vraiment beaucoup aimé. Et j'ai beaucoup attendu pour lire le 3 parce que ça a pris du temps. Et ensuite, j'ai voulu plutôt l'emprunter et pas l'acheter parce que je pense pas tous les acheter. En tout cas, pas là. Peut-être quand ils vont tous sortir, on verra. Et en fait, on est toujours avec ces animaux qui sont, entre guillemets, emprisonnés. Il y a un taureau, Silvio, il me semble, qui fait régner la terreur. Donc ça s'inspire de La Ferme des animaux de George Orwell. Ça nous montre comment, même quand il y a de la terreur, la population, ici les animaux, s'organisent pour résister. Donc c'est vraiment une affaire de résistance et comment résister de façon pacifique. Donc au départ, ils avaient beaucoup résisté de façon pacifique avec des marguerites, donc les petites fleurs. Et ça a continué ici, notamment avec une chatte qui a perdu son mari, donc un chat, et puis d'autres animaux aussi qui vont devoir résister à leur péril, même quand ils vont devoir faire face à la souffrance et la peur, notamment pour leur vie, mais pour la vie de leurs proches, notamment des chiens qui ont été tués. Comment être libre? Est-ce que partir, vivre et être des animaux pour des humains, c'est mieux que de vivre dans ce château?
on est sous une dictature entre guillemets terrorisée. Comment les humains sont en dehors de ce château mais participent aussi à cette mise en esclavage entre guillemets des animaux, sans le savoir, en tout cas de ce qu'on sait. C'était intéressant, je m'attendais à plus dans ce tome, mais en définitive c'était bien de se remettre un peu dans l'histoire. Donc voilà. Et enfin, j'ai lu 2 tomes de l'Arabe du futur. Donc j'ai lu le 2 avant et le 1 après parce que c'est ce que j'ai trouvé à ma médiathèque. Donc j'ai commencé par le tome 2 et ensuite j'ai lu le tome 1 comme je vous disais, mais je vais vous donner ça dans l'ordre. Donc le tome 1, on est avec le petit Riyad Satouf qui revient un peu sur sa vie. Donc il a une mère qui est bretonne plutôt et française et il a un père qui est syrien. Donc ses parents, donc, dans le tome 1, il revient sur la rencontre de ses parents, notamment à l'université, et comment son père a vécu en France et qu'il a pu faire sa thèse, je crois en histoire et pas mal d'autres choses. Et puis après, ils vont partir vivre ailleurs parce que son père va trouver un poste, il me semble, d'abord en Libye. Et puis dans le 2e tome où il va donc... Ils font souvent des allers-retours entre la France et le pays où ils vont vivre. Et après, dans le tome 2, je crois qu'ils vont aller vivre en Syrie. Et puis, il va connaître l'école en Syrie, apprendre à parler arabe, à faire l'étude du Coran, lire, etc. Et comment il va vivre une vie un peu difficile dans le petit quartier d'où vient son père. Il va apprendre à connaître aussi la famille de son père. Mais on sent que c'est difficile pour sa mère. Sa mère est souvent, on va dire entre guillemets, pas dans son assiette parce qu'elle vit loin de sa famille. Elle n'a pas non plus le confort entre guillemets qu'elle connaissait en France. Donc c'est quand même difficile entre les parents aussi. Son père veut qu'il soit un bon arabe, c'est-à-dire qu'il parle arabe, même si son père lui n'est pas très religieux, c'est-à-dire qu'il ne pratique pas vraiment, mais il veut que son fils soit digne d'un vrai arabe selon lui. Et puis ce que j'ai aimé, ce sont les couleurs qui sont utilisées aussi. C'est très significatif parce que les couleurs, par exemple, on a du bleu pour quand on se trouve en France, on a plutôt du jaune pour quand il est en Libye, voilà, et le rose lorsqu'il est en Syrie. Et son père aussi va toujours faire entre guillemets l'apologie de ces régimes qu'il trouve très judicieux. Il va beaucoup faire la leçon aussi sur ces dictateurs ou ces chefs d'État ont pris le pouvoir, comment pour lui il les trouve intelligents face à l'Occident notamment. Il explique pas mal de choses. Moi j'ai appris beaucoup de choses notamment sur cela, par exemple. Donc sur par exemple les sunnites, la différence entre les sunnites, les musulmans donc sunnites et les musulmans chiites. Pas mal de choses vraiment très intéressantes. Et le rapport aussi qu'il a à la France. Comment il s'est quand même marié avec une Française même s'il ne pense pas forcément du bien de la France. C'était intéressant. Donc d'ici là j'ai continué, il me reste juste le tome 6 à lire et je lis ces ouvrages en fait pour un autre club de lecture que j'ai avec des proches. Donc voilà, je vous en dirai plus évidemment avec mes prochains bilans. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez lu en janvier. Je suis quand même contente d'avoir lu 9 ouvrages. Ça fait quand même pas mal d'ouvrages et puis je continue dans ma lancée évidemment et nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de me laisser un petit commentaire et nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Bisous.